Oui, on est maintenant au nord. Les sites de réfugiés du Djibo, qui sont venus du Mali, de Tomoko, Mopti, Sikasso, Bamako, Gao, Gal. Ils sont venus ici depuis le 30 janvier. Depuis le 30 janvier 2012. Ils sont là, depuis qu'ils sont là, ils sont problème d'eau, problème d'abri, problème de nourriture, problème de médicaments. Mais maintenant, ça va, ça s'améliore un peu avec l'aide du MSF, du HCR, PAM, Médecins du Monde. Donc, on commence à avoir un peu de l'amélioration par rapport aux 2 premiers mois, quoi. Par rapport au mois de janvier, février, où il y avait vraiment des difficultés, mais ça s'améliore un peu. Il y a la pluie aussi qui a commencé depuis les événements qui est parti du coup d'État, du départ du premier pouvoir d'ATT. Il y a un désordre qui a poussé à arriver parce qu'il y en a eu des gens qui sont morts à Sévaré, Mopti. Qu'est-ce qui s'est passé à Sévaré? À Sévaré, ce sont les porteurs d'uniformes, nos parents porteurs d'uniformes qui sont de l'armée régulière, des gendarmes, qu'on a exécuté les gardes. Parce que les gens qui sont venus des événements de Gao, quand Gao a été pris, ils n'étaient pas contents. Quand ils ont vu la peau claire, c'était la chasse à la peau claire, quoi. Les Touaregs, ils ont commencé à exécuter tous les gens. Ils ont trouvé sur place. Combien de personnes sont mortes à Sévaré? À ma connaissance, il y a 6. Il y a 2 gendarmes et 4 gardes. Que tu connais personnellement? Ouais. C'est des parents? Oui, un élève qui est ici, que je connais moi-même. C'est des exactions sommaires? Oui, sommaires, vraiment sommaires. Il y a des preuves? Oui, il y a des preuves. Il y a des gens qui étaient arrêtés même, qui sont actuellement à Ouébouya. Un militaire et un douanier qui étaient là-bas le jour même que ça s'est passé. Maintenant, ils sont réfugiés à Ouébouya. Ils sont à Ouébouya ici, à 100 km. C'est fait devant eux. Donc les enquêteurs peuvent les interviewer? Oui, ils sont là. Ils peuvent raconter ce qui s'est passé? Oui, devant eux. C'est présent, ça s'est passé. Ce qui les a poussés eux-mêmes à fuir avec la famille. C'est l'armée malienne qui a fait ça? C'est l'armée malienne qui a fait ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus, pareil qu'ils sont d'ici à Gao, la ville de Gao, ils étaient sous les chocs de ceux qui les ont impressionnés à Gao. Ils ont vu des armes, ils ont vu des hommes, ils sont plus forts qu'eux. Donc ils sont venus trouver des gens entre eux. Ils ont dit, bon voilà, ces gens ils sont les mêmes, donc il faut les tuer. Alors que les autres, ils étaient loyalistes? Oui, c'est des loyalistes, ils sont en service même, à la brigade. Un, il est à la brigade mixte de Sévaré, Ahmadou. Il s'appelle Ahmadou. Ahmadou comment? Ahmadou Ibrahim. C'est un adjudant de la gendarmerie nationale. Et sa famille, elle est où maintenant? Actuellement, elle est à Gandapabo, à Diou. À côté d'ici? Oui, à côté d'ici, au Burkina Faso. Quelles sont les informations que vous avez? Est-ce que vous avez espoir? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bon, nous, on n'a pas d'espoir. On pense que la situation se détériorise. Parce que moi-même, je vous parle, j'ai une sœur et un frère qui est enseignant, qui est fermé à Sévaré. Il ne bouge pas parce qu'il est caché. S'il sort, on va l'exécuter. C'est un Touareg. Donc une sœur aussi qui est là-bas, elle est cachée à Sévaré actuellement. Là où je vous parle. C'est-à-dire le 16 avril 2012, à midi, oui. Vous avez de la famille encore qui est oui. Qui est dans la ville de Sévaré. Qui est caché par des amis à moi qui les protègent. Parce qu'il ne peut pas sortir là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est que je ne sais pas. On lance l'appel à l'opinion nationale et internationale de voir ce qui se passe. Si le droit international des Touaregs, si les Touaregs ont des droits, il faut que l'opinion nationale et internationale disent qu'ils ont des droits. Si on n'a pas les droits aussi dans le monde, que les Touaregs sachent qu'ils n'ont pas les droits, parce qu'on les exécute comme des animaux, comme des bêtes, rien ne se passe, personne ne réagit. Quand même, il faut qu'on se sente des humains comme tout le monde. On a droit à la protection, on a droit aussi à vivre comme toutes les couches sociales du monde entier. C'est tout ce que j'ai à dire. Hein? Ça m'étonne quand même ce qui se passe dans notre communauté. Qu'est-ce que vous pensez de l'indépendance proclamée par le MNLA? Bon, l'indépendance proclamée de MNLA, moi je ne peux pas dire, mon opinion personnelle, je ne peux pas dire qu'il n'y aura pas d'indépendance et je ne peux pas dire aussi qu'il y aura de l'indépendance. Moi, pour moi, ce que j'ai à dire, c'est que les Touaregs, qu'ils soient des MNLA, qu'ils soient des Lazawar, qu'il faut qu'on les attribue
un endroit pour lequel ils peuvent vivre en paix. Que ce soit dans l'Azawad ou que ce soit quelque part, il faut qu'ils aient un endroit qui les appartient, où ils ont la paix, où on ne peut pas venir les déplacer ou les dégager ou les exécuter. Il faut qu'on sache que c'est un peuple qui a droit à un endroit à vivre quand même sur le continent, sur le monde entier, dans le monde entier. C'est tout ce que moi j'ai à dire. On dit que le Mali dit que les Touaregs ce sont des terroristes, ce sont des bandits armés, ce sont des apatrides. On dit aussi que les Touaregs ils disent que ce sont des mercenaires qui sont partis combattre pour la Libye et ils sont venus déranger la tranquillité du Mali. Non, ça à mon opinion personnelle, c'est pas vrai. Les Touaregs, c'est des gens qui sont partis en Libye pour chercher leur pain. Ils ont fait l'armée libyenne, ils ont appris à faire les armes. Ils sont venus conquérir leurs terres parce que c'était des gens qui avaient déjà, c'était des enfants qui sont partis à l'exode à l'âge de très petit, à bas âge. Ils avaient leurs parents qui ont été exécutés, qui ont été tués en 63 et en 58. On a dissimulé leur famille, donc il y a tous ces problèmes-là à cause de leurs terres. On a détruit leurs troupeaux de chameaux, leurs troupeaux de bétail en 63. Et puis en 91 aussi, c'est la même chose. L'armée a dissimulé tout ce que les Touaregs ont. Voilà, c'est des petits enfants qui sont partis formés là-bas. Maintenant, ils sont des adultes, ils cherchent leurs droits, ils cherchent leurs terres pour restaurer leur tradition, leur culture dans leur pays. Donc, ce n'est pas des mercenaires. Ce n'est pas des mercenaires, c'est des gens qui sont partis en exode, ils ont appris à manier des armes. Maintenant, ils sont là à chercher leur sécurité, à chercher à défendre leurs intérêts, et l'intérêt de leurs parents et l'intérêt de leur population. C'est purement les Maliens, c'est des Maliens, ils sont d'origine de l'Azawad, de Tombouctou, Gao, Kidal. C'est pas des apatrides. Ce n'est pas des apatrides. Et pour le terrorisme, moi, personnellement, je suis un guide national. Je sais qu'à ma connaissance, il n'y a pas de Touaregs terroristes et qui enlèvent des blancs pour aller les donner à Al-Qaïda. Peut-être que c'était des branches que nous, on ne connaît pas. Mais comme tout le monde est blanc, tout le monde est turbané, on accuse les Touaregs comme c'est des terroristes. Moi, personnellement, je sais ce que je connais parmi les Touaregs que je connais pas les gens qui sont avec Al-Qaïda ni qui sont les terroristes. Ils ne veulent jamais entendre parler d'Al-Qaïda. Et c'est des musulmans, nous sommes des musulmans, on prie, on gêne, on fait tout. Mais on n'a jamais pensé à être des terroristes ou à être Al-Qaïda. On ne fait pas partie, on ne connaît pas cette idée. Toutes les religions, nous, on respecte chaque religion. Les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, on les respecte. On respecte les occidentaux, on travaille avec eux, on les garde chez nous, ils vivent avec nous. Donc, à ma connaissance, je ne connais pas un Touareg qui est d'Al-Qaïda. Vous affirmez que la religion musulmane des Touaregs est un islam tolérant et modéré. Moi, je l'affirme personnellement en tant que guide national, en tant que à ma personne de Mohamed Ali Agmaha, guide touristique. Je l'affirme personnellement. C'est l'islam modéré. C'est l'islam tolérant. Il n'y a pas l'islam que je connais, il n'y a pas de tuer quelqu'un ou bien de venir inquiéter quelqu'un dans sa vie. Je ne connais pas ça. Depuis que je suis né, mes parents sont nés, c'est ce que j'ai trouvé avec nous. Et je l'ai hérité de mes parents. Oui. Ce qui concerne s'il y a des gens qu'on enlève, des blancs, on enlève à Mofti, à Tombouctou, à Gao, ça, c'est pas des Touaregs. Ils n'ont qu'à chercher ceux qui sont chargés à faire ça. Je peux confirmer que c'est pas des Touaregs qui vont faire ces actes. C'est pas possible. Un Touareg ne va jamais enlever un blanc pour l'amener à quelqu'un. Soit si il va l'enlever, il les garde pour lui-même et les remettre à qui des droits. C'est ce que nous on connaît. On a l'habitude de les trouver égarés en brousse, on les ramasse, on les donne à l'autorité en place, on les montre les chemins, ils partent. Moi-même personnellement, je l'ai fait plusieurs fois dans les Sahara. Quand il y avait la sécurité, il n'y avait pas de problème. J'ai sauvé beaucoup de blancs. Et j'ai des amis aussi, moi, qui me connaissent, en France, à Saint-Gervais, à Liverville, et à Marseille, et en Italie, et en Espagne. En Allemagne, ils savent que moi, personnellement, je vais jamais. Ils savent qu'on ne sont pas pour l'Al-Qaïda, mais pas pour l'Al-Qaïda. Vous pouvez me faire visiter le camp de réfugiés de Mantao, la frontière entre l'Azawad et le Burkina Faso. Moi? Vous allez me faire visiter? L'Azawad, je ne sais pas s'il y a l'Azawad, je ne connais pas la frontière de l'Azawad, mais je sais que le camp de réfugiés ici, il est à 10 km de Djibo.
qui est au plus au nord, encore vers la frontière de l'Azawad. Donc, je vous parle de l'Azawad. Là, vous parlez. Vous croyez à l'indépendance de l'Azawad? Pourquoi pas? Je suis Touareg comme tout le monde. Si les Touaregs croient à l'indépendance, moi aussi je crois à l'indépendance. Mais avec toutes les ethnies, avec les Sonrai, avec les Peuls, avec les Maures, avec les Bozo, voire même avec les Dogons, certains Dogons, des Douanza et de Hombori par exemple. Non, ça va. On n'a pas de problème avec la communauté quand même. Personnellement, les Bozo, Peuls, Sonrai, Arabes, Dogons, on n'a aucun problème avec ces communautés du Nord. C'est le Mali qui les a montés contre les Touaregs? Oui, on dit, bon, si vous partez avec les Touaregs, vous serez des esclaves parce que les Touaregs, ils font faire des esclaves. L'esclavage est aboli depuis 1960. Depuis l'indépendance, il n'existe pas l'esclavage chez les Touaregs. Tout le monde est égaux. Qu'ils soient noirs ou blancs ou jaunes, tout le monde est égal. Ils ont les mêmes droits. Moi, à ma connaissance. Qui a installé cette fontaine? C'est MSF. Hein? MSF. Quand est-ce que MSF a installé cette fontaine? Elle l'a installée vers le 6-7 février. Avant, il y avait quoi? Avant, il y avait une seule pompe qui est là-bas. Il n'y avait pas de fontaine. Et comment vous gérez ça? Bon, on gère ça. Il y a un camion. MSF est parti. Maintenant, il y a Oxfam qui est venu la relever pour remplir la bâche. Non, le truc, là, comment on l'appelle? Oh. La cuve en bâche. Il y a combien d'ONG aujourd'hui qui opèrent ici à Mantao? Bon, ONG, non. Il y a seulement Médecins du Monde qui travaillent dans le domaine de la santé. Il y a Oxfam qui a fourni l'eau pour le moment. Et les PAM qui donnent de la nourriture chaque 12 jours. Pour le moment. HCR n'a pas commencé encore. Ils n'ont pas commencé les activités. Ils ont fait les recensements. On les attend. Ils ne sont pas arrivés encore. Et vous dites que tous les jours il y a des réfugiés qui arrivent? Oui. Combien de réfugiés par jour à peu près? À peu près, il y a toujours une dizaine de familles qui arrivent. 50, 100, 60 comme ça qui arrivent par jour. Quels sont vos espoirs et vos attentes? Bon, nos espoirs et nos attentes, c'est que l'opinion nationale et internationale pense à nous. Ils savent qu'il y a des femmes et des enfants qui sont jetés ici, qui sont à l'abri des tempêtes, des intempéries, qui sont à l'abri des maladies, qui sont à l'abri de beaucoup de choses, que l'opinion nationale et internationale vient voir ces femmes et ces enfants qui sont là, voir comment s'occuper de leur santé, de leur nourriture, de leur habitation. C'est ça mon appel que je lance à ces gens-là, à l'opinion nationale et internationale. Non, l'opinion nationale et internationale veulent combattre le MNLA. Ah bon? Moi, je ne sais pas. Bon. Est-ce que c'est une bonne solution? Moi, je privilège la solution du dialogue avec les MNLA. Parce que le combat, ça détruit. Le combat ne règle rien dans le monde. Ça détruit encore, ça aggrave la situation. Moi, ce que je pense, c'est le dialogue. Il faut passer par le dialogue avec les MNLA et avec toutes les branches qui sont en guerre. Il faut faire le dialogue d'abord. Les tables, il faut négocier avec eux d'abord pour savoir ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'ils cherchent. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut avoir? Est-ce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir? Et comment il faut l'avoir? Le Mali veut faire la guerre au MNLA. Ça, je pense que ce n'est pas une bonne solution. Les MNLA, pour faire la guerre avec les MNLA, c'est pour aggraver encore ce que je répète encore ce que je dis. C'est pour aggraver la plaie encore. La guerre, ça n'arrange rien. C'est le dialogue et se concerter, s'asseoir et discuter sur des points essentiels entre le Mali et les MNLA et se comprendre. C'est ce qui est la solution. La guerre, ce n'est pas une solution. Je ne crois pas que c'est une solution. Comment vous voyez l'avenir de ces enfants-là? Bon, moi je vois l'avenir de ces enfants-là pitoyable, vraiment. Ces enfants-là, je vois leur avenir pitoyable. Je ne sais pas comment ça va se passer dans l'avenir, mais ça me fait pitié quand même. Ils ont un avenir obscur, je veux dire. Très obscur pour le moment. Il n'y a pas d'école à Mantao? Non.
Pas encore. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de jardin d'enfants, il n'y a aucune structure pour le moment encore qui les prend en charge.